Bienvenue sur French Listen, le podcast où on décortique la vie, la langue et parfois les embûches que rencontre, pas mal de monde en France. Moi, c'est Sandra, et aujourd'hui avec Bernard, on va plonger dans un sujet qui touche beaucoup de nos auditeurs, l'intégration professionnelle des immigrés. C'est un vrai, pilier pour construire une nouvelle vie ici, non ? Oui, absolument. D'ailleurs, tu sais, Sandra, il y a quelques années, on a accueilli dans mon ancienne boîte un collègue marocain. Je crois que c'était... 2014 ? Non, peut-être 2015, bref. Sa première mission, il s'est retrouvé face à cette montagne de démarches et de non-dits. Le choc, tu vois, et il n'est pas seul. L'OFII, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a publié des chiffres. Rien qu'en 2022, presque 105 000 nouveaux arrivants ont suivi les dispositifs d'intégration. C'est pas rien. Oui, et c'est fou parce que derrière ces stats, il y a tous ces parcours humains. L'intégration pro, ça décide très souvent de la qualité de vie, du sentiment d'appartenance, même de la capacité à se projeter en France. On va en parler en long et en large aujourd'hui. Commençons par le parcours de l'OFII, parce que je pense que pas mal de gens ignorent les étapes concrètes. Donc il y a la fameuse formation civique, obligatoire, qui parle notamment des valeurs de la République. Ensuite, il y a une formation linguistique, souvent sur mesure selon le niveau de la personne, et puis un bilan de compétences. C'est un vrai tunnel organisationnel, non ? Ouais, et ce qui surprend le plus les bénéficiaires, tu sais quoi ? C'est pas forcément la paperasse. Enfin, si, un peu, mais c'est la densité des journées. On passe du français à la citoyenneté, puis à se présenter devant un conseiller emploi. Certains ressortent de là vidés, d'autres reboostés. C'est vraiment selon le profil. Et la durée aussi varie pas mal. Il y en a pour qui ça se fait en quelques semaines, d'autres pour qui ça s'étale sur l'année. Oui, tu l'as dit. L'adaptation, c'est vraiment du cas par cas. Genre quelqu'un qui parle déjà bien français n'aura pas le même parcours qu'un primo-arrivant qui découvre même la météo à la radio. Mais alors, faut le dire, ça bloque à beaucoup d'étapes. Reconnaissance des diplômes étrangers, compréhension du marché du travail, la langue évidemment. Je pense à Ahmed, un ingénieur syrien brillant. Sur le papier, il cochait toutes les cases, mais il a galéré à faire reconnaître ses compétences. Et surtout, à capter les codes implicites, tu sais. Oui, et ça, c'est sans parler de l'importance des réseaux. En France, tu peux avoir le meilleur diplôme, mais si tu ne connais personne, c'est un peu la jungle. Il faut parfois être introduit à un DRH pour seulement décrocher un entretien. J'exagère à peine. Non, mais tu exagères pas, c'est empirique. Le réseau en France, c'est comme un espèce de GPS social. Si t'as pas l'adresse, tu restes paumé un moment. Alors du coup, c'est là que les associations interviennent massivement. Genre la mission locale pour les moins de 26 ans, ou France Terre d'Asile. Ces structures, elles font tout. Bilan, atelier de langue, accompagnement vers l'emploi. Et pour certains, c'est un premier espace de confiance. Je suis allé récemment dans une asso à Bordeaux. Ils faisaient un atelier de simulation d'entretien d'embauche. Franchement, c'était bluffant. T'as des gens qui arrivent en se disant « je vaux rien ». Et à la fin, ils ressortent avec la banane. Enfin, un regain de confiance, quoi. Exactement. Et ce qui est dingue, c'est que souvent, c'est ce déclic de confiance qui fait toute la différence. Plus que le simple CV retravaillé. Et puis, parle au français. Je me souviens d'un groupe de conversation que j'ai animé. C'était pas tant la grammaire qui bloquait, mais oser demander une pause café à un collègue, ou se faire comprendre à la machine à café. Le FUI, français langue d'intégration, essaie de coller justement aux besoins du quotidien professionnel. Oui, d'ailleurs, de plus en plus d'entreprises ouvrent leurs portes à des ateliers linguistiques internes. J'ai visité une société de logistique. La DRH avait mis en place des petits groupes le midi, où on apprenait à dire « Je peux vous aider à décharger le camion ?» Très utile, surtout quand on découvre le métier sur le tas. C'est ça, c'est hyper concret et ça change tout pour décrocher un job, mais aussi pour tenir dans la durée au boulot. On en parlait un peu dans l'épisode sur la prononciation. Apprendre, c'est un acte social. Tiens, un outil que trop peu de gens connaissent. La fameuse VAE, la validation des acquis de l'expérience. C'est l'idée que ton expérience, même acquise à l'étranger, peut t'ouvrir la porte à une certification ici. C'est pareil, j'ai connu Alina, une comptable roumaine. En Roumanie, elle gérait une équipe de 10 personnes. Ici, elle a réussi à passer la VAE et paf, recrutement dans une PME locale. Mais alors, tu crois que ce système est assez flexible ? Genre, est-ce qu'il s'applique vraiment à tous les parcours ? Parce que moi, parfois, j'ai l'impression que ça reste un peu rigide, non ? Eh bien, ouais, c'est pas encore parfait. Disons que certains métiers sont mieux couverts que d'autres, et il faut souvent un accompagnement solide, sinon on s'y perd dans les démarches.
Et il faut aussi parler franchement. La discrimination à l'embauche, on en est où? Selon des enquêtes récentes, les candidats issus de l'immigration ont 2 fois moins de réponses positives à candidature égale. Et pendant un stage d'insertion, j'ai entendu ce malaise plusieurs fois. Une peur de ne pas être le bon profil, tu vois. Ouais, tu touches un point sensible. La réalité des chiffres, elle est là, même si on avance doucement. Certaines entreprises testent du recrutement anonymisé, mais est-ce que ça règle vraiment le fond du problème? Enfin, on cherche des solutions, mais il reste pas mal à faire. Ouais, et je pense qu'il y a un vrai levier dans la formation des recruteurs eux-mêmes. Ça bouge, timidement, mais certains organismes bossent main dans la main avec des associations pour casser les a priori. Bon, à côté de ça, t'as aussi de vraies success stories. Je pense notamment à Salif, arrivé de Guinée, qui après avoir galéré plusieurs années, a ouvert son resto à Paris et maintenant il emploie 7 personnes. Oui, la diversité en entreprise, c'est une force. Dans l'équipe de Salif, il y a 6 nationalités, et tout marche. Et les promos 16-18 aussi, tu sais, ces programmes d'insertion pour les jeunes. Il y a, presque 60% de taux de réussite d'après le dernier bilan. C'est vrai que voir ces parcours, ça donne une pêche d'enfer. Comme quoi le système, il peut fonctionner, quand tout s'aligne. Alors pour les curieux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'un employeur français attend réellement? Moi, quand j'ai discuté avec des DRH, ils parlent surtout d'adaptation, de soft skills, de motivation. Le diplôme, c'est bien, mais ce n'est plus le Graal absolu. Oui, mais comment on fait pour aider les candidats issus de l'immigration à valoriser ça? Je pense à des partenariats entre entreprises et organismes d'intégration. Tu sais, des stages d'observation ou même des mentorats croisés. Ça aide à sortir du « je postule en ligne à l'infini » sans retour. Exactement, il y a ce cercle vertueux qui peut vraiment démarrer à partir du moment où quelqu'un tend la main, que ce soit une asso ou une société. Pour terminer, on parle pas mal d'une nouvelle loi sur l'immigration et le travail ces temps-ci. On ne sait pas encore tout ce qui va en sortir, mais l'enjeu d'une intégration réussie sera toujours là. Mon rêve à moi? Plus de mixité, même dans les bureaux hyper silencieux où, tu sais, chacun est dans sa bulle. Je rêve de voir plus d'échanges, plus d'accents différents à la cafette. Oui, t'as raison Sandra. Et en Europe, on voit des tendances intéressantes aussi. Pas mal de pays renforcent l'accompagnement vers l'emploi, avec des systèmes parfois plus souples. Peut-être qu'on va s'en inspirer, qui sait. Enfin, le débat est loin d'être clos. On va suivre ça et on en reparlera, c'est sûr. Merci Bernard pour cet échange et à tous nos auditeurs, gardez courage si vous êtes en plein parcours d'intégration. On se retrouve très vite pour de nouveaux thèmes sur French Listen. Merci à toi Sandra, et merci à vous de nous avoir écoutés. Portez-vous bien et n'hésitez pas à partager vos témoignages. À la prochaine. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. La négociation. On a souvent cette image un peu celle d'un bras de fer, hein. Une partie de poker où il faut bluffer, surtout ne rien lâcher. Et si on se trompait complètement? Si la clé, en fait, c'était pas la force brute, mais une stratégie bien huilée, presque une science. C'est en tout cas la promesse d'un guide pratique de Coléade financé par l'Union européenne qui s'appelle Réussir sa négociation commerciale. Alors à la base, il est destiné aux professionnels de l'agroalimentaire entre l'Europe et les pays ACP, mais sa méthode est tellement universelle qu'on va s'en servir un peu comme d'une carte. Aujourd'hui, on va pas juste lister des techniques. On va suivre un négociateur depuis le trac des préparatifs jusqu'au au soulagement de la signature. Exactement. L'idée, c'est vraiment de passer d'une approche au feeling, un peu à l'instinct, à une approche où l'on a un vrai plan de match. On va voir que la négociation, c'est peut-être 80% de ce qui se passe avant même de s'asseoir à la table. C'est ça qui transforme un simple marchandage en un accord solide et surtout durable. J'aime bien l'idée du plan de match. Alors, suivant la structure de ce guide, en 3 temps. D'abord, la fondation de tout, la préparation. Ensuite, le cœur du réacteur, si on peut dire, la négociation elle-même. Et enfin, le moment où tout peut basculer, la conclusion. C'est parti. Alors, le guide martèle une chose. La préparation, c'est la phase la plus importante. Bon, ça peut sembler évident, on ne va pas arriver les mains dans les poches en se disant « on verra bien ».
Mais jusqu'à quel point il faut pousser cette préparation? C'est là que le guide est précieux. Il montre que la préparation, ce n'est pas une simple liste de courses, quoi. Ce n'est pas juste connaître son produit, non. C'est construire une forteresse de crédibilité avant même que la discussion commence. Une forteresse de crédibilité? Oui. Il faut tout maîtriser, les détails techniques du produit bien sûr, mais aussi le positionnement face à la concurrence, les réglementations, les cycles de production. Et toute cette connaissance, elle a un seul but, bâtir un argumentaire qui ne parle pas des caractéristiques du produit, mais de la valeur qu'il apporte concrètement au client. D'accord. On ne vend pas une mangue, on vend une garantie de qualité, une saveur unique, une source de profit pour l'acheteur. Je vois. Donc il faut connaître son produit sur le bout des doigts pour pouvoir le traduire en bénéfice pour le client. Mais comment on sait quels bénéfices vont faire mouche? On n'est pas dans sa tête? Eh bien, justement, le guide propose un outil pour essayer d'y entrer. C'est une méthode pour décoder la psychologie de l'acheteur. Une sorte de clé de cryptage. Ça s'appelle la méthode SONCAS. C'est un acronyme et chaque lettre, en fait, correspond à une motivation profonde. Un décodeur psychologique, ça m'intéresse. Alors allons-y, c'est quoi ce fameux son casse? Alors, S pour sécurité. C'est le besoin d'être rassuré. Le client veut de la fiabilité, une qualité constante, un fournisseur qui ne va pas disparaître demain. Le guide prend l'exemple des importateurs européens qui peuvent avoir des a priori sur des produits africains. Pour un client sécurité, on va mettre en avant les certifications, les labels, les témoignages. On lui vend de la tranquillité d'esprit, en somme. Exactement, on lui vend de la tranquillité. Logique. On continue? Le O. O pour orgueil. Ça, c'est le besoin de se sentir valorisé, de faire un bon choix qui flatte son ego ou son statut. Pour ce client, on va insister sur le côté exclusif, haut de gamme. Ah oui. On ne lui dit pas achetez mon produit, mais plutôt rejoignez un cercle de connaisseurs. Attends, pour l'orgueil, ça veut dire qu'il faut carrément flatter la personne en face. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça sonne un peu faux, voire manipulateur? C'est une excellente question. Et non, il ne s'agit pas de flatterie grossière, c'est de la valorisation sincère. D'accord. Si on croit vraiment en son produit, on peut légitimement penser que le client fait un choix intelligent et avisé. Il s'agit de reconnaître son expertise en fait. La nuance, elle est là. Je vois. Ça, c'est le levier de la curiosité, de l'innovation. On met en avant le côté précurseur de l'offre. Ça, je vois bien. Et le C, AS qui reste? C'est pour confort, la simplicité, la facilité, un service après-vente impeccable. On lui vend du temps et de l'énergie. A pour argent. Et attention, ce n'est pas forcément le prix le plus bas. C'est le meilleur retour sur investissement. On lui démontre que notre offre va lui rapporter plus qu'elle ne lui coûte. Et enfin, S pour sympathie. Le facteur humain, quoi. Créer une bonne relation, une écoute sincère, parfois à offre égale, c'est ça qui fait toute la différence. D'accord. Donc avec Soncas, je prépare des arguments sur mesure en fonction du profil que je détecte en face. C'est une préparation mentale autant que factuelle. Mais une fois que j'ai analysé mon client, il faut aussi que je définisse mon propre plan de jeu, mes limites. Absolument. Et pour ça, le guide introduit 2 concepts fondamentaux. Le premier, c'est de définir ses zones de négociation. Avant toute discussion, il faut avoir 3 chiffres ou 3 scénarios bien clairs en tête. La zone d'accord. Ça, c'est l'objectif idéal, ce qu'on vise. D'accord. La zone de compromis, c'est l'espace où l'on est prêt à faire des concessions. Et la plus importante, la zone de rupture. C'est la ligne rouge, le point en dessous duquel on préfère se lever et partir plutôt que de signer un mauvais accord. C'est une sorte de plan de vol. Mais qu'est-ce qui se passe si l'avion ne peut pas atterrir, si la négociation échoue complètement? Est-ce que le guide nous laisse tomber là? Au contraire, il nous donne notre parachute. Et c'est peut-être le concept le plus puissant du guide. Il s'appelle la mésore. Mésor. La meilleure solution de rechange, en anglais on dit BATN, ce n'est pas juste un plan B, c'est une véritable assurance psychologique. C'est ce qu'on fera concrètement si on ne trouve pas d'accord. Ah, donc ça peut être de signer avec un autre client ou se concentrer sur un autre marché. Par exemple, oui. Je vois. Donc ce n'est pas une vague idée, c'est une option réelle et préparée. Exactement. Et c'est ça qui change tout. Connaître sa mésore, c'est ce qui donne la force de dire non à un mauvais accord, parce qu'on sait qu'on a une autre option viable qui nous attend. Sans mésore, on négocie avec la peur au ventre, la peur de repartir les mains vides. Avec une mésore solide, on négocie avec sérénité et confiance. C'est la véritable source du pouvoir dans une négociation. La préparation est faite, on a notre argumentaire Soncas, nos zones sont définies, notre mésorelle est prête en coulisses, on est solide.
La porte s'ouvre, on s'assoit à la table, la discussion commence. Comment on gère la pression du face-à-face? Le guide insiste beaucoup sur la communication. Et pas seulement les mots, hein. Le non-verbal, c'est essentiel. Le ton, la posture, le regard. Il s'agit de rester stable, de gérer ses émotions, même si l'acheteur en face utilise des techniques de déstabilisation, ce qui est très fréquent. Et Soncas revient ici. On adapte son attitude, calme et posé face à un profil sécurité, plus chaleureux face à un profil orgueil. Tu parles de posture. Est-ce qu'il y a un exemple concret de ce que ça veut dire? Oui, bien sûr. Par exemple, face à un acheteur qui croise les bras, se penche en arrière, fronce les sourcils. Une posture de fermeture évidente. Classique. Le guide suggère de ne pas se laisser intimider. Au lieu de parler plus vite pour combler le silence, on peut marquer une pause, le regarder calmement et poser une question ouverte pour le forcer à se réengager. Du genre, Quelque chose comme « Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce que je viens de présenter ?» C'est un micro-ajustement, mais ça peut complètement renverser la dynamique. d'accord, c'est une sorte de judo conversationnel. Mais venons-en au moment que tout le monde redoute. La phrase qui tue, l'objection classique, c'est trop cher. Comment on s'en sort sans paniquer et baisser son prix de 20%? La pire erreur, c'est de réagir à chaud. Le guide propose une approche beaucoup plus chirurgicale, en 5 temps. D'abord, on identifie. On diagnostique. C'est ça. Est-ce un vrai problème de budget, une simple tactique pour tester ou une critique sur la valeur perçue? Ensuite, deuxième temps, on valorise l'objection, on ne la rejette pas. Une simple phrase comme « Vous avez raison de souligner l'importance de l'investissement » désamorce la confrontation. Ah, c'est malin. Troisièmement, on creuse. On pose des questions. Quand vous dites trop cher, c'est par rapport à quoi exactement? Ça force l'autre à préciser. Quatrièmement, seulement maintenant, on traite l'objection avec une technique précise. Et enfin, cinquième temps, on vérifie. Est-ce que cela répond à votre préoccupation? On s'assure que la porte est bien fermée. Et ces fameuses techniques pour traiter l'objection, t'as un exemple? Oui, le guide en donne plusieurs. J'aime bien celle de l'écran. Si l'objection sur le prix arrive dès la 2e minute, on la diffère poliment. C'est-à-dire? On dit « C'est un point essentiel. Si vous le permettez, je voudrais juste vous montrer en quoi notre service est unique et nous reviendrons sur le budget juste après. » On garde le contrôle du tempo. Ah oui, pas mal. On ne se laisse pas imposer l'ordre de la discussion. Exactement. Il y a aussi la technique de l'appui, qui est très élégante. L'autre lance une critique et on l'utilise comme un tremplin. D'accord. S'il dit « Votre système a l'air compliqué », on répond « C'est justement parce qu'il est très complexe qu'il peut sembler complexe au premier abord. Laissez-moi vous montrer comment il va vous simplifier la vie sur 3 points précis. » On transforme le point faible perçu en argument de force. Voilà. On retourne l'arme de l'adversaire contre lui. La technique de l'appui, c'est du grand art. J'adore. Ok, imaginons, on a bien préparé, on a paré les objections, on sent que l'accord est à portée de main. Mais c'est souvent là, dans la dernière ligne droite, que tout peut déraper. Comment on verrouille l'accord pour de bon? C'est la zone de danger, t'as raison. Le guide identifie 3 actions finales pour sécuriser l'accord. La première, c'est d'utiliser une technique de conclusion pour inviter l'autre à s'engager. Comment ça? Ça peut être très direct. Sommes-nous d'accord pour avancer sur cette base? Je vous prépare le contrat. Ou ça peut être une offre de dernière minute, un petit bonus, Du genre, si nous signons aujourd'hui, j'inclus la formation de votre équipe? sans frais supplémentaires, exactement. L'idée est de créer un momentum pour le oui final. Une fois qu'on a ce oui de principe, on a envie de sabrer le champagne. Mais j'imagine que ce n'est pas encore fini. Surtout pas. Ce serait une erreur de débutant. La deuxième action, et elle est capitale, c'est de réformuler les termes de l'accord. C'est l'étape de clarification. On résume à voix haute, point par point. Donc, pour confirmer, nous sommes bien d'accord sur un volume de X tonnes au prix de Y, livrable avant telle date. Avec des conditions de paiement à 30 jours. Voilà. Et on attend une validation verbale claire. C'est si simple, mais tellement crucial. C'est la poignée de main verbale qui évite les « Ah, mais je pensais que vous aviez dit » plus tard. Précisément. Et vient enfin la dernière étape, la plus formelle, le contrat. Et là, le guide est très ferme. Il y a un avertissement en lettres capitales. Toujours relire le contrat dans ses moindres détails. Ah oui. Surtout si c'est un contrat standard fourni par le client. C'est une tactique classique d'y glisser une petite clause qui n'a jamais été discutée mais qui peut coûter très cher. Il faut s'assurer que seuls les points validés oralement juste avant se retrouvent sur le papier. La poignée de main, c'est pour la confiance. Le contrat, c'est pour la sécurité. C'est la dernière ligne de défense. Alors, que retenir de cette plongée intime? Ce qui me frappe, c'est le changement de perspective. On quitte l'idée d'un compas d'ego pour entrer dans une sorte de chorégraphie.
Une chorégraphie qui demande une préparation méticuleuse, une exécution stratégique où chaque mot compte et une conclusion rigoureuse. On comprend que l'objectif n'est pas juste de gagner, mais de construire une base saine pour une relation commerciale qui dure. C'est une excellente synthèse. Ce guide montre bien que la négociation, ce n'est pas un don du ciel, c'est une compétence qui se travaille, qui s'apprend, en utilisant des outils comme Soncas pour décoder l'autre, les zones de négociation pour garder le cap, et surtout la mésore pour se donner la force de refuser un mauvais accord, on change complètement de posture. On ne subit plus la négociation, on la pilote. Exactement. On transforme une confrontation potentielle en un partenariat. Et ça m'amène à une dernière pensée. Tout ce dont on a parlé est très orienté vers la relation vendeur-acheteur. Mais si on y réfléchit, à quel point ces principes pourraient changer la donne dans d'autres contextes? Je pense à la négociation d'un projet avec son manager ou la gestion d'un désaccord au sein de son équipe. Imaginez si, avant ces discussions, on prenait le temps d'analyser les motivations de l'autre avec une grille comme Soncas. Et surtout, si on définissait clairement notre propre mésor. Voilà. Notre meilleure solution de rechange si la discussion n'aboutit pas. Est-ce que ça ne nous permettrait pas d'aborder ces conversations, souvent chargées d'émotions, avec beaucoup plus de clarté et de sérénité?